Je ne sais pas si le patron de la STIB, Brieux Demilius, prend souvent les transports en commun. Ce dont je suis sûr, c'est que nous l'emmenons en balade en tram aujourd'hui. Brieux Demilius, bonjour. Bonjour. Alors ça fait presque 2 ans maintenant que vous êtes patron de la STIB qui vient de publier un indice de satisfaction de 6,6 sur 10. Et par rapport à cela, on a une première question à vous poser. On y va, on la voit. 6,6 sur 10, si mon enfant ramenait une cote comme ça à la maison, je ne serais pas vraiment content. Vous semblez vous satisfaire du baromètre de satisfaction. Vous pouvez me dire pourquoi ? 6,6 sur 10, on a envie de dire peut mieux faire, peut beaucoup mieux faire. Bien sûr, mais c'est une grosse satis à l'UNIF. C'est comme ça qu'il faut le voir. Maintenant, ce que je dis, c'est on peut bien sûr, et on essaiera toujours de faire mieux, première chose. De deux, il faut passer au-delà de ce 6,6 et creuser, voir comme à l'UNIF, quelles sont les matières dans lesquelles on a été bon et quelles sont les matières dans lesquelles on doit vraiment faire un effort. Ouais. Alors nous, on n'a pas fait de sondage, on a juste été balader notre micro et on a demandé à certains utilisateurs de la STIB ce qu'ils pensaient du service et ce qu'il fallait améliorer. On regarde ça tout de suite, on en parle après. Après 20h ou même après 19h30, la fréquence des bus pour aller d'un endroit à l'autre de Bruxelles, elle est de 20 minutes par exemple. Et la même chose le matin. C'est les retards qui vous embêtent le plus, on va dire ça comme ça. Quand il fait beau, ça va. Quand il fait moins beau, c'est un peu plus embêtant. Et puis pour arriver à l'heure au travail aussi. En règle générale, moi je suis satisfaite, donc je suis sur une grosse ligne, donc ça me satisfait totalement. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer selon vous quand même ? Peut-être un peu la propreté. La propreté. Moi je suis très contente. Les gens se plaignent tout le temps, mais bon, tout ne peut pas toujours être parfait. Il pourrait augmenter la capacité de certaines lignes, comme par exemple le 63 pour vous dire un exemple, qui est une ligne assez fréquentée, c'est toujours bien rempli, et donc on n'a pas beaucoup de... Ce serait un mieux si s'il y avait plus de voitures qui roulaient sur ce trajet-là. Ah ben voilà, des gens satisfaits quand même, on en a rencontré pas mal, hein, il faut le dire, mais là on voit quand même ce qui pose problème, la fréquence, les retards, ça revient en filigrane dans quasiment tous les gens se plaignent de ça en fait quand ils se plaignent de quelque chose de la STIB. Effectivement, les points d'attention de l'enquête montrent qu'on doit se concentrer sur notre métier de transporteur, la fréquence, première chose, et effectivement les fréquences le soir et les fréquences en dehors des heures de pointe. Alors on a pris des mesures pour ça et on a augmenté sur un nombre important de lignes les fréquences en soirée, les fréquences le samedi, les fréquences le dimanche. Et on a augmenté aussi la durée de nos heures de pointe pour donner plus de services à ce moment-là. Ouais, mais on a parfois l'impression, et c'est un reproche qu'on vous a fait aussi, c'est que la STIB travaille essentiellement pour les nafteurs et que le bruxellois, finalement, on lui donne ce qui reste en fait. Non, pas du tout. Ça, c'est une fausse impression. Non. La STIB travaille pour ceux qui utilisent le transport public, qu'ils soient nafteurs ou qu'ils soient bruxellois. N'oublie pas non plus que c'est quand même Bruxelles qui finance la STIB et que c'est une société de transport intercommunaux bruxellois. Ouais. Alors là, vous allez devoir augmenter votre capacité forcément puisqu'il va y avoir plus de gens qui vont emprunter les transports en commun. On parle de 550 millions de voyageurs à l'horizon 2025. Est-ce que vous avez les moyens aujourd'hui de dire on ne va pas transformer tous nos bus, tous nos trams, tous nos métros en bétaillères? Bien sûr qu'on a les moyens, le contrat de gestion en parle clairement. Alors on doit augmenter notre capacité en bus, on vient d'en acheter, on va recevoir cette année-ci. On doit augmenter notre capacité en tram. Il y a des extensions de lignes prévues et de l'achat de matériel roulant prévu, des nouveaux trams. Les derniers trams type 3000, 4000 nous sont livrés encore cette année-ci, l'année prochaine. On va repasser une commande en 2018. Et en métro, c'est le fameux projet d'automatisation du métro et le projet du métro Nord. Mais tout ça va permettre malgré l'augmentation du nombre de passagers, on circulera confortablement dans les transports en commun. Ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Hein. Vous prévoyez une amélioration de ce confort de transport ? On fait une grande attention au confort, mais je ne peux pas promettre qu'il n'y aura jamais de métro bondé aux heures de pointe. Donc ça montre le succès du transport public aussi. Maintenant, je ne peux pas, par exemple, rallonger une rame de métro qui fait 100 mètres de long parce que mes quais font 100 mètres de long. Donc là, j'ai par exemple une limitation de capacité
de la rame elle-même. Mais parce qu'on sait que les moyens sont limités, vous n'auriez pas souhaité avoir plus d'argent pour investir plus dans le matériel? Vous êtes satisfait de ce que vous offre le gouvernement dans le contrat de gestion? Écoutez, je dois investir 2,5 milliards en 5 ans ou 4,8 milliards en 10 ans, c'est déjà un défi colossal. Et je crois qu'on en a déjà assez avec ce défi-là. Je pourrais demander plus, je pourrais recevoir plus, mais je pense qu'on est en capacité humaine à une limite déjà assez extraordinaire. Alors ces projets-là, puisqu'il y a pas mal de projets d'infrastructure, d'amélioration de lignes hors équipement, est-ce que vous avez aujourd'hui la certitude que vous pourrez les faire sans problème? Parce qu'on sait que des recours peuvent se produire, que des communes peuvent mettre des bâtons dans les roues. Est-ce que vous avez des certitudes sur ce plan-là que ça va bien se passer, qu'il n'y aura pas trop de soucis? Ça, je ne peux jamais promettre non plus. Vous connaissez la complexité institutionnelle bruxelloise. Maintenant, il y a beaucoup de fer au feu. Et alors, quand il y en a un qui est un peu récalcitrant, vous travaillez sur l'autre. C'est comme ça qu'il faut se dire. Par exemple, dans le tram, l'extension de ligne de tram 94, c'est quelque chose qui va se faire. Les permis sont pratiquement acquis. La ligne 9 qui fait Simonis jusqu'au De Jet est aussi pratiquement acquise. Du côté de Gansoren, ça râle quand même un petit peu par rapport à... Oui, les habitants râlent, mais finalement, ils vont apprécier. Et à Jet, tout près de la place du Miroir, on n'est pas non plus très rassuré par rapport à ce projet-là. Non, mais il y a un parking. On va proposer. Il y a un projet de parking souterrain à la place du Miroir. Je peux comprendre la crainte d'un changement, mais après coup, tout le monde apprécie, notamment une nouvelle ligne de tram. Voyez le 94 qui passe boulevard du Souverain. Oui, mais celle qui risque de vous mettre des bâtons dans les roues, c'est les communes en fait. On sait que la STIB et les communes, c'est pas toujours le parfait amour, c'est le moins qu'on puisse dire. Au rond-point Churchill à Uccle, par exemple. Maintenant, avec la tramification de la ligne 71, ce sont des projets où vous rencontrez pas mal d'opposition. Bien sûr. Pourquoi en général? Parce que ce sont des projets qui, lors de leur développement et leur implémentation, quand il y a des chantiers, c'est des projets qui gênent et qui dérangent. C'est normal. Vous allez bloquer des tronçons de rue, vous allez déranger les habitants le temps du chantier. Et donc, c'est des choses que les communes doivent aussi défendre vis-à-vis de leurs habitants. C'est pas toujours facile. C'est mal parti pour le tram 71 quand même. Oui, mais moi je garde toujours espoir. Le tram 71, on peut dire que c'est mal parti, il y a des tensions, mais je suis convaincu que c'est dans l'intérêt des Ixellois et des Bruxellois de le faire et qu'on le fera un jour. Ouais, et même si pour l'instant vous faites une opération de lobbying, une opération de séduction, mais on voit que la commune, elle reste à convaincre. La commune reste à convaincre, on ne fait pas un programme de lobbying, on fait un programme de communication, on dit ce qu'on voudrait faire et ce qu'on va faire. Mais ce n'est pas du tout, on ne doit pas influencer les gens, leur dire voilà, on vous propose de mettre un tram chaussée d'Ixelles parce que le bus est saturé. Et que ça ne peut aider. Et là, vous avez la certitude que c'est la solution, qu'il n'y a pas d'autre solution. Parce que parfois, on a l'impression que vous dictez vos lois et que les communes doivent s'adapter. Non, alors imaginez la chaussée d'Ixelles, une autre solution, ne plus faire de bus 71 par la chaussée d'Ixelles et le détourner je ne sais par où. Mais alors, il n'y a plus de prospérité dans cette chaussée d'Ixelles. Qui va apporter le chaland? Qui va permettre aux gens de bouger là? C'est aussi une solution, mais on n'en parle jamais. Et donc ça, c'est la solution négative, destructrice. C'est pas du tout ça qu'on porte. Ouais. Mais on a l'impression que parfois, la STIB se comporte comme un État dans l'État. Qu'elle arrive avec ses projets, que c'est à prendre ou qu'à laisser, et qu'il y a très peu de marge de négociation, finalement. C'est une perception, une impression, mais c'est pas le cas. On a quand même une équipe de 10-15 personnes qui constamment sont en relation avec les communes et avec toutes les institutions pour expliquer ce qu'on fait et pour parler et adapter nos projets en fonction de... On n'est pas des fous furieux qui venons avec un bulldozer dans la ville. On essaie quand même de... Regardez, ici, on roule l'avenue Urban. Ça s'est fait en parfait entendement avec la commune de Oulé-Saint-Pierre et les communes limitrophes. Allez, on passe à l'autre question. Vous allez la voir tout de suite. Rien ne vaut une expérience sur le terrain pour connaître les atouts et faiblesses du réseau. Alors dites-moi, prenez-vous souvent les transports en commun le soir ou le week-end en particulier? Vous le faites ça régulièrement? Tous les jours le transport en commun. Je prends le métro tous les jours. Dès que j'ai un déplacement à midi qui me permet, j'essaie de prendre le transport en commun si le transport en commun m'y amène facilement. Donc le plus souvent possible. Je le fais pour voir le réseau, je le fais aussi pour rencontrer les conducteurs, pour voir comment ça se passe. Effectivement, je peux dire que le métro le soir, après 19h, il n'y a plus qu'une rame toutes les 6 minutes par exemple, ou toutes les 5 minutes en direction de là où je vais, vers Herman de Brou, et que ça c'est un point d'attention. On pourrait par exemple augmenter les fréquences, ce qu'on va d'ailleurs faire. Allez, on passe tout de suite à une autre question, elle vous est posée par Michel Hubert. On remarque à Bruxelles, les politiciens sont très réticents pour augmenter le coût de rouler en voiture à Bruxelles.
Par contre, tout le monde semble être d'accord pour augmenter le tarif d'année en année, le tarif de la STIP. Ça revient donc à augmenter le coût des alternatives pour les voitures. Donc on se pose la question comment financer les transports en commun à Bruxelles outre d'augmenter les tarifs. Est-ce que par exemple un péage urbain est une solution pour financer le transport en commun à Bruxelles? Voilà, c'était Jeroen Verhoeven et pas Michel Hubert. Alors un péage urbain, vous dites banco? Ça pourrait être une solution pour financer la mobilité bruxelloise et donc le transport public. Mais ça, c'est pas à la STIP à se prononcer. Non, mais ce serait bien parce que ça diminuerait aussi la pression automobile en ville. C'est-à-dire que nous sommes un acteur de mobilité et qu'on participe à la diminution de la pression automobile en ville, bien sûr. Mais ce n'est pas à la STIB à dire le transport urbain est une solution pour notre financement. Ça, c'est non. Nous avons besoin d'un financement pour opérer. Et alors, comment financer? Il y a certes une partie d'augmentation de tarifs. Je rappelle quand même que... Oui, mais selon vous, puisque vous êtes opérateur et que souvent vos véhicules sont coincés dans les bouchons, est-ce qu'un péage urbain, ça permettrait d'améliorer sensiblement les choses? Est-ce que vous vous dites ça, c'est une solution qu'on pourrait prendre et qu'il faudra avoir le courage politique de prendre? Si un péage urbain fluidifie le trafic à Bruxelles, ça m'arrange comme opérateur parce que je pourrais fonctionner mieux. Mes bus iront mieux, mes trams circuleront mieux et donc j'aurai plus de régularité, plus de fluidité et je pourrai donc transporter plus de gens dans un confort meilleur. Ça sûrement, si c'est un des effets du péage urbain et qu'on peut le montrer, très positif pour nous. Ouais. Si l'effet complémentaire, c'est que ça permet de financer une partie du transport public, très bien aussi. Mais vous ne vous prononcez pas sur le fait, est-ce la meilleure solution en fait? Je ne me prononce pas sur le fait parce que d'abord je ne peux pas vous le dire, je n'ai pas de faits qui me le montrent et de deux, c'est pas à moi à prendre position ni à décider ce type de choses. Et je répète, si ça apporte du bénéfice au transport public, tant mieux. Ouais. Alors la réduction du trafic automobile, on sait qu'il y a une réduction de 20% qui est prévue dans le plan Iris d'ici 2018. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté politique assez forte aujourd'hui pour réduire cette pression automobile en ville, ce qui vous arrangerait bien? Il y a sûrement une volonté politique, il y a un objectif très ambitieux. C'est une partie de la réponse à votre question, d'arriver à cet objectif de 2018, de 20%. Bon, très ambitieux, ça veut dire que vous pensez qu'on n'y arrivera pas, quoi. Non, mais enfin, on peut s'en approcher, mais je ne suis pas convaincu qu'on y arrive. Ouais, donc ça fait pas vos affaires, ça. Hein. 2018, c'est dans 5 ans, et 5 ans, c'est demain. Hein. Ouais, c'est dans 4 ans, oui. Ça fait pas vos affaires, ça, en fait, parce que vous comptez dessus, évidemment. On compte dessus, on compte aussi sur d'autres moyens, qui sont par exemple l'aménagement de sites propres, qu'il faut pousser. Et de là, de nouveau, c'est la délivrance de permis qui est un peu compliquée. C'est le temps que ça met pour obtenir une bande bus à gauche, un arrêt adapté à droite, un site propre pour le tram. Voilà, mais ça participera à ces 20% de 2018 aussi. Donc tout est un peu dans tout dans la mobilité bruxelloise. Nous ne sommes pas le seul acteur de toute cette mobilité. Allez, je vous promettais Michel Hubert, le voici maintenant. Voici sa question. Aujourd'hui, plus de 2/3 des Bruxellois utilisent différents moyens pour se déplacer. Ils sont ainsi devenus acteurs de leur propre mobilité. Que fait la STIP pour être à l'écoute de ces utilisateurs, de ces utilisateurs? Que fait-elle pour les aider dans cette multimodalité? Comment fait-elle pour que le passage d'une ligne à l'autre soit plus facile ou vers d'autres opérateurs comme la SNCB par exemple? Comment fait la STIP pour être à la pointe en matière d'information des voyageurs, que ce soit sur les quais, dans les véhicules ou sur l'Internet mobile? Que fait-elle enfin pour faire en sorte que se déplacer à Bruxelles puisse se faire avec un seul billet et ceci sans supplément de prix? Alors, intégration tarifaire, on n'y est pas encore, hein, loin de là. On n'est pas dans l'intégration tarifaire, encore on est dans l'intégration billettique déjà avec la carte Mobip, puisque vous savez que les 4 grands acteurs de mobilité belges vont utiliser ce support-là. On a peut-être sans doute grâce à Mobip, une plateforme de discussion très ouverte avec aussi bien la SNCB que les TEC et de l'EIN, pour aussi discuter de cette intégration de mobilité. Et vous y croyez, vous, un même ticket qui permettrait qu'on y arrive finalement et de prendre tous les transports en commun du pays avec une seule petite carte? Du pays, je parle d'abord de Bruxelles, il y a déjà la carte Jump aujourd'hui qu'on doit conserver, qui est quand même très intéressante. Jump existe. Maintenant, le support billettique va permettre
d'arriver à une intégration tarifaire. C'est un peu curieux, mais c'est l'Amovible qui va nous y pousser. Alors, une question aussi sur l'information. Alors, j'ai vu 40% d'ici 2017 des abris tram-bus où on indique un temps d'attente. Ce temps d'attente, c'est toujours un temps théorique, hein. C'est vrai qu'on voit certains voyageurs où on indique 10 minutes, mais c'est chaque fois temps théorique. On n'arrive pas à être plus précis sur le temps d'attente. C'est pas toujours théorique, je dirais plutôt l'inverse, c'est très souvent le temps réel, parce que notre système donne le temps réel, et alors quand le système ne parvient pas à donner le temps réel pour une raison ou une autre, il donne un temps théorique. Mais on donne le temps réel. Si vous prenez maintenant votre application mobile, dont on parlait dans l'intervention, eh bien il va vous donner le temps réel. Il va même vous indiquer où se trouve le prochain tram, le prochain bus, à quel arrêt par rapport à vous. Alors, une autre question, la STIB, dans le passé, a beaucoup favorisé les ruptures de charge, donc cette obligation de descendre pour remonter dans un autre tram, et a raccourci certaines lignes. Est-ce que vous allez persister dans cette volonté, ou est-ce que vous vous dites on doit tirer le bilan de ça et revenir en arrière ? On ne va pas revenir en arrière, mais la rupture de charge est très désagréable pour le client et l'utilisateur. On doit optimiser... Pourtant, la STIB l'a prôné et l'a fait pendant peut-être, de mais en tout cas, lignes. Ce que nous allons faire maintenant, par exemple pour notre plan directeur bus qu'on doit revoir, c'est-à-dire une révision de notre réseau bus, on doit faire ça cette année-ci, c'est d'optimiser les correspondances avec les autres modes. Donc veiller à ce que les gens, quand ils doivent quitter un mode ou un bus pour un autre, quand il y a une rupture de charge, que ce soit le moins inconfortable possible, et on les minimise, on n'est quand même pas là pour... Oui, mais pourquoi l'avoir fait alors que vous dites c'est très désagréable et c'est très ennuyant pour les utilisateurs ? Bon, je ne peux pas vous dire pourquoi je n'y étais pas. Il y avait peut-être une raison technique de structure de réseau, c'est tout à fait possible. En tout cas, ce qu'on va faire dans le futur, c'est d'essayer de minimiser ça. Maintenant, on peut pas Donc c'est une politique que vous regrettez aujourd'hui, de l'avoir fait ? Non, ça je ne dis pas, parce qu'il y avait sans doute des raisons à l'époque et je n'en connais pas ni le tenant ni les aboutissants. Je dis que dans le futur, on va essayer de minimiser ces ruptures de charge pour que le trajet du client soit le plus sans rupture, seamless on dit en anglais, donc le moins perturbé possible. Donc c'est un peu un retour en arrière en fait. Non, c'est un souci d'offrir un service le plus confortable possible. Très bien, alors on passe tout de suite à l'autre question que l'on va voir. Je me retrouve souvent devant des portiques bloqués qui refusent de s'ouvrir ou sont hors service. Cela provoque pas mal d'inconvénients. Dans ces conditions, allez-vous persister dans votre volonté d'imposer la validation à la sortie des stations ? Le check-out, comme on appelle ça. Le check-out. D'abord, si le portique est hors service, il est ouvert, il n'est jamais fermé. Donc déjà, une demi-réponse à la question. Le check-out, bien sûr, comme ça se fait dans toutes les autres grandes villes. Allez à Paris, vous faites toujours un check-out, on va le faire ici aussi. C'est une vérification, une double validation de votre ticket de transport, une vérification du fait que vous ayez payé. Donc avec du coup une augmentation de la durée du temps de transport, parce que c'est vrai qu'il faut à chaque fois sortir son mobile et le passer devant les valideurs. Vous aurez une augmentation d'une demi-seconde sur votre temps de transport, parce que ça prend exactement le temps de passer votre carte. Mais vous êtes vraiment satisfait de ces portiques, parce qu'il y a quand même pas mal de défaillances à certains moments, hein. Certains se plaignent de rester coincés, qu'avec des poussettes c'est très difficile. Est-ce que vous êtes vraiment satisfait aujourd'hui de ce système-là ? Le système est pratiquement au point. Il y a un an, j'aurais pu dire ils étaient souvent ouverts, mais on les a améliorés, on a ajouté des systèmes de télécontrôle où on peut les télécommander aussi, et je trouve qu'aujourd'hui ça marche vraiment bien. Et donc c'est un peu compliqué avec des poussettes, certes, mais une poussette c'est aussi encombrant, mais on parvient toujours à passer. Il y a les SAS, les familles passent avec les 3-4 enfants dans le SAS. Tout ça, on a minimisé les inconvénients pour le client. Par contre, le bénéfice, c'est que tous ceux qui voyagent ont validé. Il y a une sorte d'équité sociale aussi. C'est que celui qui voyage, il a payé et que son voisin a payé aussi. Donc, ou en tout cas a validé un titre, que le titre soit payant ou gratuit d'ailleurs. Mais au moins qu'il a un titre de transport. Il y a un grand point d'équité sociale. On doit essayer de trouver peut-être aussi des systèmes qui permettent ce type d'approche dans les trams et les bus où les taux de validation sont beaucoup plus bas. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait faire alors ? C'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a plusieurs portes. Donc, voilà. Mais il y a des pays qui ont par exemple des portiques à l'extérieur, sur l'arrêt. C'est très compliqué à installer, mais il faut réfléchir à ça. Si on prend le transport public, vis-à-vis de ceux qui travaillent, qui voyagent avec vous et ceux qui financent, il faut montrer qu'on a un titre de transport valable. Oui, alors une question sur les tarifs. Vous vous êtes fait recaler parce que vous vouliez augmenter l'abonnement cette année, ça a été refusé par le gouvernement. Vous augmentez chaque année, c'est une politique sur laquelle vous ne reviendrez jamais, il faudra chaque fois adapter les tarifs chaque année ?
on va bien nuancer. Il y a certains titres qui augmentent et d'autres qui diminuent fortement. Je vous rappelle que les titres pour les familles, par exemple, ont fortement diminué. Une famille de plus de 2 enfants, mais les enfants au-delà du 2e voyagent gratuitement. Les jeunes jusqu'à 12 ans voyagent gratuitement. Donc il faut mettre, c'est pas un titre qui augmente, c'est l'ensemble qui subit des modifications. Alors on a encore une question, il reste moins d'1 minute, je vous demanderai d'être très rapide. La voici, j'habite Neder-Overenbeek dans une zone uniquement desservie par un bus. C'est souvent la galère pour rejoindre le centre-ville. Pourquoi ne renforcez-vous pas ces lignes dans des quartiers qui comptent aujourd'hui des centaines d'habitants en plus? Excellente question. Et la réponse va venir tout de suite, c'est que c'est effectivement un quartier qui est en pleine croissance. On connaît les besoins de transport public dans ce quartier-là et on va faire un effort particulier pour, dans un premier temps, offrir du bus. Et puis si ça se développe vraiment très fort, pourquoi pas un jour du tram, voire du métro. Et à ceux qui vous disent qu'on aurait dû le faire concomitamment à la construction de ces logements? Il y avait déjà un bus. En fait, c'est un renforcement d'offres qu'on fait. Et on se rend compte que ce sont des quartiers qui ont beaucoup de succès, donc on doit être présent. Et ça, c'est pour quand, ces renforcements? Mais déjà maintenant, dans les plans d'amélioration d'offres de l'automne, de l'été, c'est déjà prévu. Hein. Très bien, merci Monsieur Demeyius d'avoir fait cette balade dans ce tram. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve dans 15 jours. On recevra Thierry Wilmark, le patron des patrons bruxellois. À bientôt, portez-vous bien.